un petit mot sur la compilation. Donc l'idée, bon, la compilation, on va pas passer trop de temps là-dedans, mais l'idée c'est de dire, on a un programme qui est écrit en texte et on veut le faire tourner sur une architecture qui, elle, va prendre du binaire. Donc pour ça, en fait, on a des sources et ces sources qui sont en texte, on va les passer donc dans un compilateur qui va nous produire un binaire, bon, qui n'est pas tout à fait utilisable, mais presque. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va le passer dans le linker qui, lui, va mettre tout le monde ensemble pour après avoir une bibliothèque ou un programme. Et une fois qu'on a ces binaires-là, en fait, ces binaires-là vont être spécialisés typiquement pour un hardware. Donc ça peut être du CPU, ça peut être du GPU. Euh, et donc nous, ce qu'on veut, c'est réussir à faire tout ce chemin-là, mais en faisant aussi quelques optimisations donc au niveau de la compilation ici. Euh, donc sachant que là, c'est plutôt bon, G++ ou Clang ou des choses comme ça qui vont faire la compilation, même si c'est pas vraiment eux qui fournissent le binaire derrière, c'est plutôt CC ou C++ qui font ces choses-là. Et ensuite, on a le linker, donc qui peut aussi maintenant faire des optimisations. Donc avec le LTO, le Link Time Optimization, donc qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc en fait, le constat, c'est de dire le linker est le seul à avoir la connaissance de tout le programme qui va être exécuté. Donc, il peut balancer du code mort en étant sûr que c'est du code mort parce que pour le coup, il va jamais être appelé. Alors que là, en fait, le compilateur, il doit être un petit peu conservateur parce que peut-être que la fonction, on l'appelle pas en l'occurrence, mais peut-être qu'un autre objet va l'appeler. Donc, du coup, comme il n'a pas la vision de tout le code, il faut qu'il fasse un petit peu attention. Pour une option spéciale. Oui, c'est une option spéciale pour l'activer. Ouais, c'est pas grave. Ça ralentit beaucoup la compilation. Oui, ça ralentit beaucoup la compilation. Après, ça accélère pas mal l'exécution, mais ouais, ça ralentit pas mal, ça ralentit pas mal la compilation. Donc, comment ça marche? Donc, comme c'est compliqué, l'idée c'est de mutualiser les choses. Donc, vous avez votre langage préféré, et votre langage préféré, en fait, donc on veut à la fin avoir des binaires qui vont bien, et il faut trouver le moyen de faire le chemin entre les deux. Donc, comme on n'a pas envie de faire le chemin pour chaque langage, on va essayer de faire les choses un petit peu en factorisant les choses. Donc l'idée, c'est qu'on a ce qu'on appelle un front-end. Donc c'est vraiment la petite partie du compilateur qui va dire, OK, ceci est du C, donc la grammaire c'est ça, donc voilà comment je déclare une fonction, et ainsi de suite. Ou voilà, c'est du Rust ou c'est du Fortran, et voilà comment j'appelle un calcul ou ce genre de choses. Et en fait, tout ça, ça va être transformé dans une représentation intermédiaire qu'on appelle le middle end, qui, là-dedans, en fait, est commune à tous les langages. Donc à la fin, typiquement quand vous utilisez Clang ou la LLVM en général, quelle que soit l'entrée que vous avez, à la fin vous avez la même chose. Vous avez typiquement du mlir, la représentation interne de l'LVM. Et en fait là-dedans, le compilateur va commencer à faire des passes d'optimisation. Donc il va dire, bon, je vais balancer les commentaires, parce qu'il faut reconnaître que ça ne sert pas à grand-chose. Puis je vais résoudre les macros aussi. Mais en fait, en résolvant les macros, peut-être qu'il y a des macros qui m'ont fait apparaître des commentaires. Bon, bah, je vais revirer des commentaires, alors, histoire d'être sûr. Et puis après, je vais commencer à virer du code mort pour alléger tout le processus d'après. Et une fois que j'ai viré mon code mort, je vais commencer à propager les constantes. Ça, je vais vous en parler un petit peu après, c'est très intéressant. L'idée, c'est de dire justement, cette variable-là, je lui donne une valeur qui est connue à la compilation. Et plutôt que de créer une variable explicitement, le compilateur va se dire, je vais copier directement la valeur là où j'en ai besoin, ça m'évite de créer une variable, ça gagne du temps. Mais peut-être que la propagation de cette constante, finalement, elle est arrivée dans une condition qui va toujours être fausse, ou toujours être vraie, ou des choses comme ça. Et du coup, je peux virer des appels de fonctions qui servent à rien. Parce que peut-être que je vais jamais les appeler, finalement. Mais du coup, si j'ai des appels de fonctions qui servent à rien, peut-être qu'il faut que je dégomme du code aussi, qui va jamais être appelé. Et en fait, c'est un petit jeu comme ça. On peut aussi analyser des boucles. Donc typiquement, quand vous mettez des options de compilation assez fortes, le compilateur va aller jeter un œil dans vos boucles pour savoir comment optimiser les choses. Et on peut encore, par exemple, virer du code mort. Et en fait, tout ça, donc vous voyez, ça c'est un peu une recette de cuisine. Alors chaque compilateur a sa petite manière de faire les choses. L'idée, c'est que vous avez énormément de passes
Donc, entre 150 et 300 étapes suivant les compilateurs. Il y a énormément de choses à faire. Et l'idée, c'est que vous allez toujours appeler des passes plusieurs fois parce que ça coûte moins cher d'appeler une passe plusieurs fois, même si elle sert à rien, plutôt que de vérifier si elle pourrait servir à quelque chose avant de l'appeler. Donc c'est pour ça que chaque compilateur a son petit ordre qui va bien, et donc vous allez voir qu'ils sont pas tous d'accord entre eux là-dessus. Mais voilà, l'idée c'est à la fin, normalement, une fois qu'on a passé toutes les passes dans l'ordre qui va bien, on a normalement un programme qui est optimisé et on peut le passer en binaire et ça va bien se passer. Et pour le passer en binaire, on a le back-end justement qui va justement, comme l'a dit Adrien, qui va prendre en compte les spécificités du hardware. Donc un énorme document qui va vous dire bah, telle instruction assembleur, ça correspond à tel binaire, tel code binaire, et après on les met à la suite les uns des autres et ça se passe bien. Donc c'est typiquement le genre de choses qui est fait donc vraiment à la toute fin. Et une fois qu'on a ça, on arrive à compiler des choses. Alors, les options de compilation, donc là je vous mets la doc de GCC, où vous allez voir que Clang n'est pas tout à fait d'accord avec GCC là-dessus, mais c'est ça qui est rigolo. Donc par défaut, on n'optimise rien. Donc c'est l'option de compilation par défaut de G++, de GCC. Si vous faites rien, vous compilez en O0, votre code est lent, mais c'est normal. Il fait rien, il est très conservateur. L'idée c'est vraiment de compiler vite, et c'est tout. En O1, il va commencer à propager des constantes, il va commencer à virer un petit peu du code mort que vous n'allez jamais appeler, mais pas trop. C'est vraiment juste histoire de, symboliquement, de faire des choses. En O2, il va commencer à inliner des fonctions, et en O3, là, il va commencer à aller voir dans les boucles, à dérouler. Vous allez pouvoir aussi avoir une vectorisation partielle, des choses comme ça, suivant le calcul. Et en haut fast, donc c'est là où justement on a fastmath et on a les FMA qui rentrent en compte. Et on ne vous le dira jamais assez, lisez la doc avant de savoir si vous pouvez vous en servir. Parce que pour le coup, vous allez gagner en vitesse si vous en servez, mais par contre, il faut que vous soyez sûr que vos données sont bien conditionnées pour que ça se passe bien. Autrement, vous allez peut-être avoir des problèmes de résultats. Donc voilà, lisez la doc, vous êtes là pour ça. Donc, lisez la doc. C'est toujours important. Alors, comment ça marche? Alors, prenons un petit exemple. Donc, qui ne vole pas très haut, hein, mais bon, l'idée c'est, voilà. Donc, j'ai une fonction qui calcule le carré d'un nombre que je passe. Donc, la première chose que je vais faire, c'est je vais propager ma constante. Donc là, j'ai mon y qui vaut 42 que je passe à square. Bah, en fait, le compilateur va se dire, non, mais finalement, la variable, elle ne sert à rien, on s'en sert qu'une fois, donc je vais directement passer 42 à square. Ça nous simplifie la vie, et lui, ça lui permet d'économiser la création d'une variable. Après, il va se dire, non, mais finalement, je vais inliner la fonction parce qu'elle est toute petite, cette fonction square. Donc, le fait de la copier à l'endroit où je l'appelle, ça va pas me coûter très cher. Typiquement, si vous faites ça avec des grosses fonctions, le compilateur va commencer par pas être content et après, si vous le faites, vous pouvez potentiellement avoir un programme qui va être beaucoup plus gros, voire plus lent, parce que vos jumps vont vous coûter plus cher ou des choses comme ça. Donc, généralement, c'est bien de le laisser faire. Et là, du coup, je me retrouve avec ça. Et le compilateur, une fois qu'il voit ça, il va se dire, mais en fait, bah, je multiplie deux constantes entre elles, donc ça n'a aucun intérêt. Donc je vais directement mettre le résultat, ça gagne du temps. Et comme ça, en fait, vous voyez, c'est juste avec ce genre de choses, bah, on finit par économiser un appel de fonction, une multiplication, parce que du coup, on a tout résolu à la volée, et une déclaration de variable. Donc voilà, typiquement le genre de choses que va faire le compilateur pour vous, hein, parce que vous avez envie d'avoir une variable pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois si vous avez envie, mais si vous ne le faites pas ou si il se passe des choses, bah, lui est là pour vous aider justement. Donc voilà, surtout faites attention à bien coder proprement, comme le dit David, parce que derrière le compilateur fait ce genre de choses. Et donc en termes de déroulage, donc c'est vrai qu'on vous a dit aussi, bah, c'est Adrien qu'on a parlé, du pipelining, si on se trompe, ça coûte cher. Donc là, typiquement, si j'ai un produit de Hadamard, encore une fois, donc là, j'ai un produit d'Adamard de base que j'écris, donc j'ai un tableau en X, en Y, et puis j'ai un résultat, et je boucle sur mes éléments et je fais mon produit. En fait, ce qui se passe là, c'est une itération coûte une seule multiplication. Ça coûte vraiment pas cher. Et ce qui se passe, c'est que bah là, j'ai une condition. Donc mon i, est-ce qu'il est inférieur au nombre d'éléments? Donc ça veut dire que pour chaque élément que je vais calculer, je vais me demander si je suis à la fin de ma boucle ou pas. Ce qui est un petit peu ballot. Parce que du coup, comme l'a dit Adrien,
Là, bah, la prochaine instruction, le, le CPU doit pouvoir être capable de dire, bon, bah, ma prochaine instruction, a priori, bon, j'espère que c'est la même parce que mon vecteur n'est pas de taille 1, enfin, j'espère. Mais c'est pas forcément trivial. Alors, il y a le prédicteur de branchement qui permet de s'en sortir plutôt bien, mais en termes de calcul, on sent qu'on ne fait pas beaucoup de calculs en même temps, donc on pourrait faire mieux. Et donc, l'idée du déroulage, c'est de artificiellement augmenter le nombre de calculs qu'on fait dans une boucle. Donc, l'idée là, c'est qu'on a 2 fois moins d'itérations, mais on fait 2 fois plus de calculs dans une boucle pour avoir plus de calculs à faire. Et l'avantage de ça, c'est que, comme vous l'a dit Adrien tout à l'heure aussi, c'est bon là ça marche pas parce qu'on a les mêmes calculs qui sont faits, mais peut-être que votre calcul est plus compliqué et que avoir 2 boucles, 2 itérations calculées en même temps, ça va vous permettre d'exprimer plus de parallélisme superscalaire pour que ça se passe mieux. Et du coup, vous allez mieux utiliser votre calcul, votre CPU. Et donc de la même manière, on peut itérer donc 4 fois. Donc généralement, on déroule rarement plus que 8 fois. Et là, ça permet justement d'avoir beaucoup moins d'appels, d'avoir des itérations qui sont beaucoup plus grosses et de permettre au prédicteur de branchement de moins se tromper s'il se trompe. Parce que comme quand il se trompe, le problème c'est que comme on a commencé à précharger les mauvaises données dans le pipeline, il faut vider tout le pipeline et tout re-remplir. Et ça coûte 300 cycles à peu près. Donc ça fait cher la condition qui ne marche pas. Donc en termes de produits d'Odamar, toujours, parce que j'aime beaucoup les produits d'Odamar, comme vous l'avez constaté, si je compare G++11 à Clang 14 avec des options de compilation, donc O0, O1, O2, O3, O-Fast, bah, vous constatez que bon, pour O0, ils sont d'accord, mais ils n'ont rien fait de spécial, donc bon, ça se passe bien. Pour O1, ils sont relativement d'accord, ça se passe bien aussi. Pour O2, là, ils sont pas d'accord. Là, Clang, il commence à tenter de vectoriser des trucs, alors que G++, il reste conservateur en se disant, non, mais moi, je sais pas ma passe où je vectorise, donc moi, j'attends de voir. Et là, quand on arrive en O3 et en O-Fast, comme on n'a pas explicité la vectorisation, G++ tente un truc, mais il n'est pas très confiant, alors que Clang va essayer de faire des choses que G++ ne fait pas. Je suis pas en train de vous dire que Clang est meilleur que G++, hein. C'est juste qu'ils sont pas d'accord sur ce que c'est qu'une passe d'optimisation O1, O2, O3, O-Fast. Parce qu'en fait, là, si je leur dis à tous les deux, non mais là, je veux vraiment vectoriser, là, vous allez avoir les mêmes performances. Parce que c'est la même machine qui est dessous, en fait. Mais voilà, G++, il faut plus lui dire de faire les choses, alors que Clang, il va tenter des trucs. Mais vous voyez que là, Clang, là, on était en O3, vous voyez qu'il a vectorisé, mais que de la moitié de ce qu'il pourrait. Donc c'est le partiel vectorisation que je vous ai montré juste avant. Là, en fait, il a vectorisé en SSE4 alors qu'on est en AVX2. Donc il tente des trucs, mais voilà, il essaie d'être un peu conservateur parce qu'il ne sait pas si ces données sont alignées, donc du coup il se dit qu'on va faire un petit peu attention. Et là, ça se passe bien. Là, on a vraiment de bonnes performances ici, et c'est tout à fait normal parce que du coup, à la fin, vous avez, enfin, votre code, il est censé être rapide. Donc voilà. Donc conclusion, choisissez pas entre G++ et Clang, utilisez les deux, en fait. C'est très bien. Ils vont vous donner des avis différents sur votre code, des warnings différents. Ça vous permet de vérifier plein de choses, de cross-checker plein de choses. C'est toujours intéressant à faire. Et surtout, un truc important, mais qu'on va faire beaucoup demain, et un petit peu tout à l'heure aussi, c'est tester, donc notamment avec Macao, mais aussi avec Valgrind, mais surtout avec Macao, que quand vous avez un binaire qui est produit par votre compilateur, que les bonnes instructions sont vraiment appelées, qu'il a vraiment vectorisé quand vous vouliez qu'il vectorise, qu'il y a vraiment eu un prefetch qui a été fait correctement, qu'il n'y a pas trop de conditions dans votre boucle qui fait que de toute façon il vectorise, mais vous n'avez pas à avoir de performance parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé ou qui n'est pas dans vos mains. Voilà. Ça vous permet de comprendre ce genre de choses. Et n'hésitez pas à faire des micro-benchmarks aussi pour vérifier justement que dans ce cas précis, ça va se passer bien et que le compilateur, il fait les choses correctement. C'est toujours important de vérifier ce genre de choses. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez faim? Ah, c'est pour demander ce qu'il y a au dessert ou c'est par rapport à la présentation? Ah.
Donc, c'est plutôt une question pour la décompilation. Par exemple, si on compile un code et ça va Mhm. faire l'optimisation, est-ce qu'on peut après, avec le binaire, décompiler pour revoir à peu près un code source qui serait optimal et qu'on peut essayer avec un autre compilateur et pour essayer de réoptimiser le code à plusieurs étapes? Bah, je sais pas, il y a Adrien qui frétille, alors comme c'est un truc qui lui tient à cœur, je vais pas lui piquer sa réponse. Ça serait quand même moche. Ça dépend ce que tu appelles décompiler. Le truc le plus simple que tu peux faire, c'est désassembler. Tu peux prendre ton binaire et retrouver les instructions assembleurs qui ont été utilisées dedans, donc l'instruction machine. Ça te donne un premier niveau d'analyse. Le problème, c'est qu'il faut savoir lire l'assembleur et que même quand on sait le lire, c'est un peu rébarbatif. Après, ces instructions assembleurs, tu peux les retraduire en un programme C équivalent qui appelle des fonctions intrinsèques, par exemple. Ça, c'est ce que font des outils comme Ghidra, GHIDRA. Le problème, c'est que ça va rester de l'assembleur, en fait, mais écrit qu'une syntaxe C. Donc ça va pas forcément être beaucoup plus clair, mais ça va être un peu plus clair. Après, il y a des outils plus sophistiqués qui essayent, par exemple, de retrouver les boucles. Ça, oui, normalement, Ghidra, il y arrive encore, notamment. Et en fait, il fait pas les boucles avec des goto comme c'est le fait en assembleur, il retrouve la boucle for, quoi. Mais il y a une autre info qui est perdue aussi et qui fait que ça reste quand même un petit peu un travail d'expert de l'analyser, c'est que bah, on n'a plus les noms de variables et en vrai, c'est bien pratique pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà, tout ça pour dire oui et non. On peut générer un code qui correspond à ce que le compilateur a généré, mais il faudra un petit peu de travail pour l'analyser quand même. Mais après, cela, c'est pour source. On pourrait, par exemple, passer à notre optimisation, voir si on arrive à avoir une erreur. Alors, il y a des outils qui font ça directement avec l'assembleur. J'ai plus les noms en tête, mais je crois que c'est Google qui en a fait un comme ça. Où en fait, c'est extrêmement stupide, mais il s'avère que ça marche. Il prend les instructions assembleur, il essaye de tester plein de permutations qui sont équivalentes, et il regarde si la performance est meilleure. Ah, c'est vrai que ça, c'est un C'est truc Bolt. que... Voilà, il y a Ah oui, Bolt, ouais. deux OLT. Ça, c'est un truc que j'ai pas dit, mais oui, un des premiers trucs que fait le compilateur, c'est renommer toutes vos variables à votre place. Donc pour le coup, ouais, pour s'y retrouver, c'est pas forcément trivial. Moi, j'avais une question pour le linking là. Oui, Du coup, c'est pas le compilateur qui le fait, mais c'est fait après. oui. Appelez le linker lui-même. C'est ouais en fait ça c'est un truc bon je voulais pas rentrer dans le détail mais on vous a menti G++ et Clang ce sont pas des compilateurs ce sont des drivers le vrai compilateur c'est C++ derrière en fait c'est eux ils font de l'optimisation ils font plein de choses mais comme écrire un compilateur c'est très compliqué parce qu'il faut lire toute la doc des constructeurs pour avoir un backend qui va bien personne le fait ou le fait une fois et c'est tout et donc le linker, c'est LD ou LLD si tu fais de la LLVM, et il va être appelé par Clang avec les bons paramètres, mais tu peux l'appeler à la main si tu veux. Mais voilà, le linker, c'est un autre programme. Ok. Et du coup, les optimisations vis-à-vis du hard, Mhm, c'est fait parce que la première slide, vous en avez parlé, mhm. c'est fait par le linker. Ou Oui, c'est fait alors quand faut lui exactement? demander. Pour le moment, c'est assez récent, ça date de l'année dernière cette histoire de linkage, d'optimisation au linkage. Parce que bah, historiquement, ça prenait énormément de temps de gérer ça. Ils ont trouvé un moyen de le faire plus rapidement. Enfin, quand c'était en 2014, c'est vieux, mais quand Intel a tenté ça, le linkage avec l'optimisation pouvait prendre plusieurs heures, ce qui est un petit peu embêtant tout de même. Donc là, ils ont trouvé des méthodes pour le faire plus rapidement et plus efficacement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, c'était un peu compliqué. Donc voilà, mais ouais, le linkage. Et ouais, après, il y a plein de programmes aussi qu'optimisent les calculs à la volée. Bah, il y a NVRTC, par exemple, le compilateur real-time de NVIDIA. Donc, c'est pour faire du just-in-time ou de almost-in-time, comme ils disent. Et là, justement, l'idée, c'est à la volée, on sait sur quelle architecture on tourne parce qu'on y est. Donc, on peut faire des optimisations vraiment fines euh, par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un code qui est censé être un petit peu générique. Voilà. Moi, j'aimerais bien des précisions sur ton benchmark, sur la boucle que tu avais présentée. Alors, notamment par rapport à la vectorisation. Donc, ce que je lis là, c'est que sur la doc de GCC, c'est que l'activation de la vectorisation commence à O3. Oui, mais des fois, il s'en sort pas bien.
Ouais, mais justement, pour une boucle aussi simple, je suis étonné qu'il y ait une différence. Parce Oui, que, moi aussi j'étais étonné. Alors, sur G++9, ça marche très bien. Sur le 11, ah ouais, ok. ouais, ça dépendait. En fait, ce qui se passe, alors ça, c'est un truc qui arrive régulièrement, c'est que sur le tout dernier compilateur, c'est un tout petit peu moins rapide que le précédent. Parce qu'ils n'ont pas rattrapé toutes les optimisations comme il faut, comme s'ils changent des choses à l'intérieur, des fois. Voilà. Voilà. Et c'est-à-dire que tout ton code, des fois, s'en passe. Ouais, des fois, elle se marche un peu dessus et ça pose problème. Et du coup, le temps de régler ça, bah, faut attendre la fin ou attendre généralement un an quoi, que le compilateur soit sorti pour que ça se passe bien. Donc c'est pour ça que sur des codes un peu bêtes comme ça, bah, des fois ça se passe mal. Pour Et, ça, il faut toujours tester avec plusieurs compilateurs. et du coup, pour la version où tu explicites la vectorisation, tu utilises std for each ou... J'utilise. Alors non, pas dans celui-là. Là, j'ai fait un enfin, si, celui-là, j'ai fait un unsec. On va en faire pas mal demain. Un unsec avec un F3 vectorize. Pour le coup, on est obligé de passer le F3 vectorize Marchigal native, M2 native pour lui dire vraiment on vectorise pour cette architecture-là et pas pour une autre. Et là, ça se passe bien.